Boum, la giclette est là, on l'attendait. 5, 10, 15 mètres. File, qu'est-ce que tu nous fais là? Le plus beau cocorico de Remco. C'est 100 fois, c'est 1000 fois, c'est 11 millions de fois mérité. Allez, c'est parti, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Passe-moi le bike, votre podcast 100% vélo, épisode 5, déjà mon Dieu, que ça file avec moi autour de cette table, nos trois champions habituels, vous les connaissez, Émile, Maxence et Théo. Salut les gars. Salut Simon, salut tout le monde. Salut Simon. Alors aujourd'hui, évidemment, suite et fin de ce Giro, on aura évidemment l'occasion d'en parler tout au long de ce podcast. On verra aussi la suite d'un grand tour à un autre tour, le tour de Wallonie. Et puis, on fera la suite du calendrier. Messieurs, je propose d'abord qu'on fasse un premier applaudissement parce que autour de cette table, on a trois champions. On a quand même un champion qui aujourd'hui a performé. Parce qu'on parle toujours de vélo, mais il n'y a pas que le vélo aujourd'hui. On a notre champion Émile qui a performé aux 20 km de Bruxelles. Bravo à lui. Il a quand même été nous chercher une 83e place en 1h10. Chapeau, bravo chapeau. champion. Bravo, franchement, Merci. tout avec les couleurs de Passe-moi le bike, ça fait vraiment plaisir. Bravo champion. Allez, c'est parti. Alors messieurs, pour commencer, je propose que simplement en un mot, vous me donnez un peu votre état d'esprit sur ce Giro. Vraiment du tac au tac, on débriefe pas trop et on verra par la suite dans la discussion si vraiment c'est ce mot qui était le bon. Ben, moi, je dirais suspense, parce qu'on a quand même dû attendre 14 étapes pour voir Jonas Vingegaard passer devant. Et donc, vraiment, on a vraiment tremblé pendant 2 semaines. On savait pas est-ce qu'il allait reprendre le petit Eulalie ou pas. Ouh là 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 là. Voilà, ça m'a fait, j'en ai vibré, j'en ai encore des frissons. J'ai dit en un mot, ouais, en un mot. Mais Ouais, voilà. Disquette. Voilà, non, mais alors, s'il y a vraiment eu un petit peu de suspense au niveau du maillot blanc, ça c'était quand même sympa avec des petites surprises. Mais voilà, pour le reste, c'était de l'attendu. Merci Théo, Max. En un mot, confortable. Tu vois, ça c'est carré, ça c'est Max. Bam, un mot, confortable. Merci Max. Et Émile. En un mot, collectif. Si je peux expliquer. Non, mais on en parlera Ça juste. s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc le Giro qui évidemment a fini aujourd'hui à Rome et qui a vu Jonas Vingegaard s'emparer de la tunique rose. Au niveau du topo, je vous donne donc le maillot cyclamen pour Magnier, le maillot de grimpeur pour Jules Chicon et le meilleur jaune pour Alfonso Eulalie. Je vous propose qu'on dissèque, pas qu'on disque, mais qu'on dissèque maillot par maillot pour avoir un peu vos avis sur la question. Et on commence alors par le maillot de cyclamen. On a déjà pas mal parlé lors du dernier podcast, mais Magnier, il a quand même confirmé là où on l'attendait. Émile. Ouais, à fond. Magnier, franchement, impressionnant. Il avait fait un bon début de saison, puis un gros creux pendant les classiques printanières. Et là, il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord. Et déjà en lien avec le mot collectif, je pense que la Quick Step, on était beaucoup pour quelque chose. C'est très français ça. mais en tout cas, ouais, on a vu notamment l'étape où Stuyven le ramène, le dépose à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence. Ils ont tous été autour de lui. On a vu que on les a pas vus beaucoup dans l'échappée. Ils étaient vraiment tous là en mode, ok, c'est notre projet, c'est le maillot, on va aller le chercher. Et ça a été parfait. Donc à la fois le leader qui était en top forme, l'équipe qui fonctionnait bien autour de ce projet-là. Magnifique. Ouais, je rejoins Émile, c'est vrai que ce que Stuyven a fait, c'était vraiment impressionnant. Hein, donc sur la dernière victoire de Magnier, du coup. Bon, après, je trouvais ce final un peu étonnant. J'ai l'impression que c'était un peu un zigzag au milieu dans le sprint. Et donc là, le placement de Stuyven, il était top parce que je pense qu'on est à 300 mètres de l'arrivée et tu as vraiment un dernier virage. Et en fait, Stuyven vire en tête, il va déposer Magnier. Et donc, à partir de là, tu sais très bien qu'il va aller chercher sa victoire, quoi, vraiment dans un fauteuil. Ouais, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'étapes de sprint technique. On voyait que la Quick Step en particulier, ils avaient analysé parfaitement la fin de truc. Ils savaient comment ils allaient s'organiser avec leurs coureurs et ça répondait bien, quoi. Et plutôt même plutôt dans l'étape, ils revenaient sur les groupes. C'est une étape difficile où tu as un groupe d'une dizaine qui était parti. Ils mettaient tout le monde en route. Ouais, c'était costaud, quoi. À côté de ça, on a Jonathan Milan qui a sauvé son Giro sur la dernière étape. Mais c'est bien pour lui parce qu'il était vraiment à côté de ses pompes. Il était vraiment pas terrible. Je l'ai qualifié de coureur de D2. Je sais que ça a choqué, mais c'était un peu pour le stimuler, le gamin. Et il s'est repris là. Il a sauvé son Giro. Donc voilà, c'est bien pour lui. Voilà, après on n'est pas encore en D1, mais on est au play-off.
Ouais, mais bon, Milan n'a pas eu un poisson pilote tel que Stuyven. Je veux dire, Stuyven, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, Stuyven, il termine quand même 6e du classement des points, en fait. À fond. Il y a eu la fameuse étape où il termine 2e aussi, puisqu'il y a une chute, etc. Donc, il était toujours très bien mis. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, Stuyven. C'est une sacrée expérience aussi. Donc, un sens du placement. Donc, ouais, vraiment, pour le coup, chapeau quand même à l'équipe. Et le gros avantage de Magnier par rapport à ses concurrents et les meilleurs sprinteurs dont faisait partie, en tout cas sur papier, on va dire, Milan, Groenewegen, etc. C'est le fait qu'il a gagné la première étape. Et là, Ouais, il n'y a rien à faire. D'office, Quand tu es un sprinter, faire un petit parallèle avec le foot, mais c'est comme un buteur. Hein, donc, une fois que tu es en confiance, après, c'est bon. Le buteur qui marque pas pendant plusieurs matches, il pose des questions. Ketchup, hein. Ouais, voilà, exactement. Ah non, c'est très bien ce que tu dis. Mais donc, et donc ça aide directement parce qu'il n'arrivait pas en confiance, Magnier. On en avait déjà parlé, mais donc c'était mon flop des classiques. Donc il n'arrivait pas du tout en confiance. Il a débloqué ça. Après, c'est bon, il a pu se lâcher complètement avec l'équipe qu'il avait autour de lui. Ils ont vraiment bien géré ça. Il y avait aussi Lund Andresen qu'on avait annoncé comme un des grands favoris sur ce Giro, qui avait fait notamment un grand In Front of Field from Middelkerk to Wevelgem et qui était bien chaud, mais il a un peu déçu, je dirais quand même. Il a 23 ans, ouais, voilà, c'était son premier grand tour. C'est ce que j'allais dire, c'est son premier grand tour, donc il a encore tout le temps devant lui, mais il aurait quand même pu faire mieux parce que le plateau était pas. En tout cas, son premier Giro. Ultra le Tour de France. Ah oui, t'as raison. Mais son premier Giro. À la pique-nique. Ouais, juste. Oui, et en fait, c'est un peu une question aussi de pic de forme où Magnier était un peu moins bon mars-avril et Andresen était au sommet de son art et ça s'est un peu inversé. Mais Magnier avait déjà fait le Giro l'an passé, même si je pense qu'il n'avait pas terminé, il avait dû abandonner après quelques étapes. Mais c'est des choses, ça joue quand t'es un jeune coureur. À fond. Ouais, il y a Groenewegen qui était chaud aussi, mais pour une fois, il s'est retrouvé plus au sol qu'il n'a envoyé de coureurs au sol. Donc, Non, mais justement, on en parlait tantôt de Groenewegen. Il se situe où maintenant par rapport au top sprinter? Groenewegen, je pense, vraiment, je le sentais vraiment en très bonne forme cette fois-ci, mais voilà, il se rate encore, il est plus vraiment dans le bon tube. Est-ce que son temps est passé? Sans doute. Hein. Ouais, je pense qu'il est encore capable de gagner une étape de sprint sur un grand tour, mais on avait déjà parlé sur les premières étapes, il a eu pas mal de malchance, mais avec une équipe autour de lui, je pense qu'il est encore capable d'en chercher une. Par contre, un maillot, le maillot de leader du classement des points, ça termine. Physique aussi, ce mec, il a vraiment un physique de déménageur. Je sais pas si c'est la tenue des Rockets qui amplifie le bazar. Non, c'est un costaud, mais du coup, ça le dessert fort parce que les arrivées un tout petit peu plus sélectives, déjà il est plus dans le coup. Et puis quand ils sont tous là, ici au Giro, j'ai l'impression que c'était le 3e meilleur. Juste une dernière petite chose sur la Quick Step. Je trouve que le départ de Remco pour ce style pour les Magnier, Merlier et tout, c'est vraiment une délivrance parce que là, tout est orienté sur eux. Ils ont un seul projet. Là, la suite, c'est le Tour de France avec Merlier. Ils viennent de remporter le maillot cyclamen du Giro. Ils arrivent avec de la confiance. On parlait de la Lidl Trek qui avait fait les 3 maillots sur leur année. La Quick Step, là, c'est pas mal. Bon, après, Merlier, faut voir ce qu'il fait. Pourrait être bien parti. Puis les petits poussins, Van Wilder, Paré-Pinte, etc., ils seront en roue libre aussi en Tour de France. Donc ça va vraiment libérer l'équipe, ça, c'est clair. Ouais, ça va être intéressant à regarder. Alors, on a parlé du maillot cyclamen, on parle maintenant du maillot du meilleur grimpeur, Ciccone, qui a été chercher la tunique. On peut pas dire que son équipe a été flamboyante sur ce Giro, Émile. Ouais, non, effectivement. Après, Ciccone, il a mené sa petite barque et il a réussi à aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Mais je trouve que collectivement, la Lidl Trek, ça m'a un peu déçu. Allez, c'est le coup de bordure. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent, y a plus d'armure. Tu prends la rafale, pleine figure. Coup de bordure sur la Lidl Trek qui m'a un peu déçu parce que collectivement, c'était pas très construit. Ça allait un peu dans tous les sens. Je pense surtout à l'étape Rennes de vendredi, donc la 19e étape, je pense, où Derek J arrive à se retrouver dans le groupe à l'avant avec Jules Chicon. Et là, il commence à creuser. Derek J est même virtuellement sur le podium du Giro. Et on a Ciccone qui décide d'aller chercher les points dans l'avant-dernière ascension du jour, ce qui est logique. Il se retrouve avec le petit Rubio de la Movistar qui fait le sprint avec lui. Il pète un plomb sur le Rubio. Et il décide dans la descente d'attaquer, mais vraiment sur un coup de sang de manière très émotionnelle. Et ça fout le bordel dans l'échappée.
qui directement se désorganise et se fait rattraper par le groupe Gall et de tous les favoris. Et donc, je trouvais ça vraiment dommage parce que c'était une étape où il y avait moyen de remettre Derek G très, très, très haut dans le classement, même pourquoi pas aller titiller Gall et faire une 2e ou une 3e place pour un Giro. Pour moi, ça doit être l'objectif numéro 1 quand tu es une équipe comme la Lidl Trek, encore plus qu'aller chercher un maillot de la montagne qui était en plus déjà acquis. Parce que là, on est dans la descente, il a plus pris de points sur l'étape, sur la dernière ascension où ils se sont fait rattraper. Cette étape-là, c'est Kuss qui la gagne. Derek G fait 2e, il avait des jambes extraordinaires. Si en plus de ça, il y a un Jules Chicon qui fait la descente avec lui, qui lui fait les premiers kilomètres de l'ascension et qui le dépose en mode va au bout, je pense que ça aurait pu faire un peu basculer ce classement général dans le Giro. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, déception. Je trouve que, ouais, et alors, pour continuer sur la dynamique de cette équipe, je pense que, comparé par exemple à la Quick Step de Magnier, Milan, en fait, des fois, il se retrouvait quand même un peu seul ou en manque d'un ou deux équipiers pour revenir sur le groupe de tête. Et je trouve qu'à force de prendre tant de leaders, enfin, Ciccone, Derek G, Milan dans la même équipe, dans une équipe de 8 coureurs sur un grand tour, ça va trop loin en fait. Il y a une erreur de casting. Oui, pour moi, c'est plus intéressant de transférer un Stuyven qui va les se vider pour te ramener une étape, ou bien un mec qui a déjà un peu fait son temps dans la montagne et qui va décider de se vider pour l'équipe, que d'avoir plusieurs leaders. D'ailleurs, quand Ayuso a signé à la Lidl Trek, Skel Mose a pété directement un câble en disant c'est quoi ce transfert, moi je veux continuer à avoir ma carte. Des fois c'est trop en fait, ils achètent trop de coureurs qui sont très bons et donc du coup il n'y a plus cette osmose dans l'équipe où l'un roule pour l'autre, etc. Et dans cette étape-là, c'était criant pour moi. Pour revenir sur cette étape, il y a un événement en fait avant que Ciccone parte dans la descente. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, Ciccone il porte le maillot de meilleur grimpeur, alors qu'il est 2e au classement. Donc, c'est Vingegaard qui en fait est 1er au classement. Donc, il le porte puisque Vingegaard porte déjà le maillot rose. Et donc, Ciccone est dans l'échappée pour aller prendre un maximum de points en haut des différents cols de l'étape. Et lors de l'avant-dernière ascension, il sort avec Rubio qui est aussi bien classé, mais qui n'a plus aucune chance de gagner ce maillot. Et Rubio attaque Ciccone et passe devant lui, en fait, au sommet de l'avant-dernier col. Et en fait, il lui grille 10 points, alors que Ciccone est en bataille pour ce maillot, ce qui était son objectif. Et donc, ce qui se passe, c'est que Ciccone et Rubio s'engueulent vraiment au sommet. Ciccone engueule Rubio. Ouais, c'est ça. Oui, mais logiquement. Non, moi je suis pas d'accord. Mais vas-y. Et donc ils s'engueulent et Ciccone en fait il pète un câble et il attaque quoi. Il attaque dans la descente en mode donc il a quelques mètres d'avance à ce moment-là avec Rubio. Il est en mode moi j'ai plus envie d'être avec toi dans l'échappée. Casse-toi quoi. tu m'as trop saoulé. Et donc il attaque dans la descente et il reprend sur cette descente de 20 bornes. C'est une très longue descente. Je pense 1 minute 30. Et c'est vrai que c'était pas malin par rapport au fait d'avoir Derek G, mais ça a été impulsif en fait. C'est ça, complètement émotionnel le mec. Et alors, il reprend 1 minute 30 parce qu'au moment où Ciccone part, le groupe de derrière avec G, Storer et tout, arrête tout de suite de rouler parce qu'ils sont en mode. Enfin, G ne va pas rouler sur son coéquipier, alors que c'était à lui à rouler. Donc en fait, c'était n'importe quoi. A posteriori, c'est facile de dire que en effet, c'était mal joué. Au moment où il part, j'ai dit c'est quoi ce bordel ? C'était annoncé d'avance qu'il avait un rôle d'électron libre dans son équipe, que c'était Derek G qui jouait le général, que Ciccone jouait les étapes, potentiellement porter le maillot de leader au début, il l'a réussi, et le maillot de grimpeur. Malheureusement, il a pas réussi à gagner d'étape alors qu'il était très souvent à l'attaque. Donc un peu mal payé par rapport à beaucoup. Il fait ça comme un clown. Je suis désolé. Il a quand même fait des coups comme ça où Allez, déjà, sur l'histoire du Rubio, je déteste ce genre de mec qui pense que la course, c'est eux qui décident ce qu'ils font. Si Rubio il a envie de sprinter, il peut sprinter, il peut aller chercher ses points, gagner de l'argent. C'est une course de vélo, chacun fait ce qu'il veut. À quel moment Ciccone va aller dire, parce que c'est un plus petit coureur d'une plus petite équipe, écoute, toi tu vas rester derrière moi. Non, mais en fait, juste avant ça, ils sont engueulés Rubio avec Derek G, non ? Parce que Rubio a aussi voulu jouer le sprint et les bonifs. Je crois qu'il y a une succession d'engueulades. Il y a une succession d'engueulades, parce que Rubio était chercher les bonifs. Qu'est-ce qu'il va chercher les bonifs ? Il fait ce qu'il veut, le Rubio. Oui, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas très. Ils ont rien gagné. C'est pas très classe. De budget, peut-être qu'il y a des points à aller chercher. Il fait ce qu'il veut. Et s'ils ont envie des points, qu'ils sprintent et qu'ils se taisent. Mais tu vas pas commencer à faire de l'influence à la Armstrong pour dire, toi tu vas rester dans ma roue. Non, mais c'est différent. Non, parce que après, justement, je suis pas d'accord. Rubio, s'il veut aller chercher l'étape, il a intérêt à avoir Ciccone. Enfin, justement, en fait, il est perdant aussi dans le fait qu'il s'embrouille avec Ciccone à ce moment-là. Oui, mais à la rigueur, Rubio est con, c'est pas grave. Mais Rubio fait ce qu'il veut quand il est sur son vélo. Oui, non, mais ça, oui, d'accord. Il y a quand même
Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de gentleman agreement, tu vois, en mode on peut chacun avoir besoin de l'autre? Ouais, et donc en fait, toi, tu as besoin des points, oui, moi, je suis content d'être avec toi. C'est un peu la base de la tactique en vélo. Eh oui, trouver c'est ça. les intérêts Et communs. donc, c'est vrai que là, ils se sont tirés dans les pattes. C'était Chercher ridicule. dans les Ouais, balles. Il y a personne qui a gagné. Mais... Ça, c'est sûr. Personne n'y a gagné. À part la Visma ce jour-là, une fois de plus. Voilà, c'est ça. Et donc, Ciccone, il a décidé de faire son petit délire de son côté. Il a fait sa descente à bloc. Il s'est bien pété les dents. G a perdu du temps qu'il aurait pu gagner en plus. Enfin, c'est quand même un peu n'importe quoi. Mais c'est risqué d'avoir beaucoup de leaders dans Bien une sûr. équipe, c'est sûr. Après, il y avait un plan, voilà, Milan pour les sprints, il n'était pas si bien entouré que ça. Derek G Non. pour le général, finalement, il n'est pas si loin, mais Derek G, il perd 1 minute en Bulgarie aussi, à la deuxième ou troisième étape. Ouais. C'est cette minute-là qui fait qu'il n'est pas sur le podium. Ouais, mais je reste persuadé que s'il reste avec Ciccone dans l'étape reine, il remonte sur le podium. Et on le voit dans les autres équipes, chez Ineos où Bernal s'est vidé pour Aronsman, même si je trouve qu'Ineos n'a pas fait un retour terrible. Et surtout à la Bora où Pellizzari, qui était largué, a fait dans cette dernière étape un gros boulot pour Hindley dans la dernière ascension. En fait, c'est là que ça a fait la différence. Nickel, merci pour le coup de bordure. C'est le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du Alors après, fait la part belle aux grimpeurs. On va quand même d'abord parler du meilleur jeune avant de parler du grand gagnant. Le meilleur jeune Eulalia, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, qui aura quand même été vraiment un coureur qui aura bien tiré son épingle du jeu sur ce Giro, qui aura porté pas mal de jours le maillot rose. Votre avis sur ce jeune coureur, Max, qui franchement a un sacré potentiel? Il a bien tenu sur la longueur, et on a vu une belle bataille au final. Entre deux jeunes qu'on n'attendait pas, parce que Eulalia, c'est surtout grâce à une échappée sur laquelle il a pu prendre beaucoup d'avance et qu'il a réussi à maintenir. Donc, je veux dire, il a pas volé sa place, quoi. Et puis Ganzoli, qui était clairement la bonne surprise au final de ce top 10. Très, très régulier. Très régulier. Et quand on a vu comment il grimpait, on pouvait même se poser des questions sur le niveau des autres, parce que on l'a vu vraiment sur les plus grandes étapes de montagne. Je veux dire, il était devant les soi-disant outsiders du Giro, quoi. Donc, devant Bernal, Rensman, pas à toutes les étapes, mais il s'est vraiment bien battu. Après, on l'a vu sur l'étape Rennes aussi, là, il a un peu craqué dur, quand même, mais en remplissant aussi un rôle d'équipier, quoi. Et donc, parfois, je me disais, c'est parfois plus facile de pas avoir d'attente, en fait, et au final, 3e semaine, en fait, je suis bien en général, j'ai des bonnes jambes, et je peux aller gratter 1 ou 2 places au général au fur et à mesure, quoi. Plutôt que d'avoir les attentes, on peut penser à Pellizzari qui a complètement craqué, qui avait mis des ambitions très élevées sur ce Giro puisqu'il visait le podium. Il a complètement craqué, quoi. Donc, et en fait, l'inverse, ce qui est très différent entre les deux, c'est que il y avait toute cette pression, et il a sorti où Pellizzari, il a fait une très grosse première semaine où il a suivi énormément Vingegaard, il a attaqué, il était au four et au moulin pendant les 8-9 premières étapes, et puis pouf, d'un coup il s'est éteint, terminé. Et pendant ces étapes-là, puis Ganzoli, il était dans le plan de la Visma, il faisait ses petits relais, il se mettait dans les roues, et je pense que sur 3 semaines, dans la dernière semaine, c'est ça qui s'est payé aussi. Ouais, parce que par exemple, un autre coureur qu'on attendait, c'est Mathis Rondel, assez bon au début, mais qui avait aussi annoncé ses ambitions sur le général, le top 10, etc. Au final, il n'y a rien à faire. Dans le cyclisme, et encore plus sur un grand tour, la régularité, c'est le plus dur, quoi. Donc voilà, il termine 3e de ce classement des meilleurs jeunes, le français. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Oui, bien sûr. Eulalia qui a 24 ans, donc il lui restera encore 1 an pour pouvoir briller le maillot blanc, et puis ce sera fini. Et on termine évidemment avec le grand gagnant de ce Giro, celui qui a bouclé les 3 grands tours. C'est bien entendu Jonas Vingegaard, qui aura vraiment été chirurgical sur ce grand tour. Je pense que pour le coup, Émile avait vraiment vu juste dans le dernier épisode. On a vraiment un gars qui a vraiment réalisé un tour, mais complètement parfait. Alors certes, peut-être que la concurrence était certainement pas là, mais par contre, quelle intelligence de course à tout niveau, les gars. Ouais, je pense que le plus important pour lui, c'était évidemment de pas tomber et de gagner le tour et de pouvoir en même temps s'économiser. Donc je pense qu'il a tout gagné. Il a eu une préparation idéale en vue du Tour de France.
Voilà, il n'y a pas eu une grande concurrence. Il a pu maîtriser, il a pu contrôler, notamment avec son équipe Visma qui a été impeccable du début à la fin. Et oui, Jonas, son intelligence de course qui est inégalable, il faut bien le dire. Il y a Félix Gall à tenter et Jonas lui a montré c'était qui le patron. Ouais, parce qu'en plus, Gall est quand même costaud. Hein. Enfin, pour le coup, Gall fait pas un Giro de nul, de snob. Tu vois, il a quand même été assez. Je veux dire. C'était clairement le deuxième meilleur grimpeur. À 5 minutes derrière au final. Mais il était dans la forme de sa vie, Gall. Enfin, je veux dire, il était en tout cas dans un ultra bien préparé. Oui, c'est un objectif qu'il avait bien coché. Donc dans un très bon niveau. Mais donc je pense que le dernier qui a gagné les 3 grands tours, c'est Nibali, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, c'est quand même une énorme performance. Ouais. Gagner les 3 grands tours. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que c'est le dernier vainqueur de la Vuelta, le dernier vainqueur du Giro. C'est même pas le favori du Tour de France. Ouais. Donc c'est quand même fou. Et donc bravo à Jonas Vingegaard et vraiment hâte de le voir sur le Tour de France. Qu'est-ce que ça donnera face à l'ogre slovène. Max, tu as le doigt levé. Je vois que tu voulais encore parler d'une équipe. Moi, je voulais mettre en avant l'équipe Bahreïn, parce que bon, c'est pas une équipe qu'on voit souvent au premier plan. Et donc, on a déjà parlé de Eulalia et de sa super performance. Cette équipe, elle a perdu son leader sur le Giro très tôt, en la personne de Buitrago, Buitrago que j'avais cité dans mon coude à coude face à Storer. Voilà. Félicitations pour Storer. Storer qui fait il septième. Il le place discrètement, mais bravo Max. Et qui gagne par abandon. Mais à côté de ça, donc il y a Caruso, qui est le vieux de la vieille, qui a terminé 9e du général. Ouais. Et je trouve qu'on a vraiment vu, c'était vraiment très beau à voir parce que il s'est mis à plat ventre pour aider Eulalia au moment où celui-ci était en train de perdre son maillot, notamment l'étape où Eulalia perd son maillot. Mm-hmm. Vraiment Caruso qui est là et qui le lâche pas, quoi. Et c'était vraiment beau de voir l'ancien et le jeune dans cette équipe qui avait perdu son leader. Ils ont bien su rebondir et Caruso il va chercher un beau top 10. Je pense qu'il prend sa retraite en plus cette année. Et puis en parlant de la Bahreïn, obligé de parler de la victoire de Segart. Ça c'était vraiment une magnifique victoire. Cette attaque à 3 km de l'arrivée dans un virage, il a cloué tout le monde. Parce qu'on a parlé des sprinteurs avant, mais là c'est une fois de plus certaines équipes qui n'ont pas su revenir sur lui. Il a fait le coup du 3 km l'intelligence de course et magnifique, vraiment une magnifique victoire, quoi. Ouais, c'était splendide. Bon, après il y avait quelques équipes bien endormies parce que franchement il y avait des équipes qui étaient là, c'était un peu leur seule occasion du Giro là, je pense à la NSN, il y avait une OX qui était là dans le tas. Qui gagne quand même une étape. Oui, qui gagne des étapes après. Miraculeusement. Ils n'avaient pas d'étape, même IF, qui vont gagner après, mais qui n'ont pas d'étape, et qui laissent partir ces gardes sans s'organiser. C'est comme Penars qui est là, avec son... Mais surtout sur la victoire de Segart, à ce moment-là, c'est la Visma qui est devant, et donc ils veulent juste se placer au final. Enfin, je veux dire, c'est pas Vingegaard qui allait faire le sprint, quoi. Donc, et donc à ce moment-là, boum, il attaque, et bon, derrière il se relève. Je veux dire, 500 mètres plus loin, la Visma, ils étaient en queue de peloton, quoi. Donc pour laisser le sprint devant, mais à ce moment-là, ils sont tous regardés des adversaires. Donc super bien vu de Segart. Ouais. Magnifique victoire. Il est très très fort. Et alors derrière, on avait Toon Hart qui a fait une belle deuxième place pour Intermarché, qui est un des 4 survivors qui a fini le tour. Ouais, Segart qui vient de quitter la Lotto encore un. Eh oui, on revient sur le dernier coup de disquette dans les autres vainqueurs d'étape, c'est vrai qu'on a vu quelques anciens aussi, donc Valgren, Bettiol, Sepkus. Tout à fait. C'était l'occasion de revoir des vieilles têtes, je vais dire. Et donc le Giro des anciens. C'était quand même il fallait être roublard pour sortir de l'échappée. Le Giro des OG. Moi, il y a juste une équipe qui m'a déçu, c'est l'équipe... Enfin, déçu, non, le mot est trop fort, parce que je trouve que Arensman, j'ai vraiment apprécié son Giro, coureur très complet, parce que chrono, il finit 2e, donc il est excellent, il est préparé, c'était nickel. Et à la montagne, il s'est battu, mais chaque étape, tu vois qu'il était un petit cran en dessous, il se battait, il finit 4e. Je trouve juste un peu dommage, parfois, le côté stéréotypé chez Ineos c'est une équipe où il y a très peu d'audace, quoi. Il n'y a personne devant, pas de point d'appui pour pouvoir proposer quelque chose dans le final. Et donc, Bernal, qui était largué, a fait son boulot pour Arensman, mais on aurait pu espérer un Bernal
qui aille un peu rechercher des minutes au général, qui vienne se repositionner ou plutôt aider Arensman dans les toutes fins d'étape. Et... Ouais, parce qu'on n'a pas parlé de Bernal qui quand même fait le premier jour de Giro où on se dit il y a peut-être moyen qu'il nous fasse quelque chose et puis malheureusement ça se crache derrière et alors qu'il aurait pu tenter en dernière semaine justement vu son classement d'aller un peu titiller Jonas, rien du tout en fait. Oui, très décevant. D'ailleurs, il fait 2 top 10 uniquement en dernière semaine. Il était vraiment pas dans le coup. Pourtant, on s'attendait à avoir 2 leaders dans cette équipe. Il termine 10e du général, parce qu'il a fait une bonne 3e semaine. Mais... Il gagne à lui-même. Ça fait des années qu'on le voit plus et je pense que Bernal, c'est fini. C'est fini malheureusement, alors que vraiment, pourtant, elle est pas mal celle-là. Au total, 9 équipes différentes qui prennent des places, des victoires sur le Giro. La Visma qui en prend 6, UAE 4, XDS Astana et Quickstep 3 chacune. Et puis on a Ineos, Bahreïn, UnoX, IF et Lidl Trek qui vont chacun en grappiller une petite. Mais juste à ma gauche, j'en vois un qui fulmine, à mon avis, c'est déjà l'heure du coup de disquette. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute, coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup, coup de disquette. Qui a regardé les 3 semaines du Giro d'Italia? Non, sérieusement, pas les résumés RTL, pas les classements dans la Gazette, pas les tweets de Cyclix qui découvrent que Mathis Rondel est un grand champion. Pourtant, plus qu'annoncé, les gars, dans Passe-moi le bike. Non, je vous parle des 3 semaines, les 21 étapes, du premier coup de pédale au dernier verre de Prosecco. Déjà que 3 semaines, c'est parfois long sur le Tour de France. Alors sur le Giro, les amis, non, le Tour d'Italie aujourd'hui, c'est un peu comme les Paralympiques. Tu trouves ça génial, t'es heureux quand on gagne une médaille, mais en fait, t'as jamais vraiment regardé. Et pourtant, j'aime le Giro. Chaque année, il se passe quelque chose. Des coureurs qui se trompent de parcours, il y a des arrivées au sprint sur des routes aussi étroites que la frontière entre certains membres du MR et l'extrême droite, des étapes raccourcies, des cols supprimés, des éboulements, des coureurs qui refusent de partir parce qu'il fait froid ou parce que l'étape est trop longue, trop dangereuse, trop ceci, trop cela. Non, le Giro produit régulièrement des scènes qu'on ne verrait jamais sur le Tour de France. Et c'est précisément ce qui fait son charme. Mais ça suffit plus. D'abord parce qu'on connaît déjà souvent le vainqueur avant même le départ. Bon, ça vous allez me dire, les gars, c'est valable pour beaucoup d'autres courses aujourd'hui. Mais aussi parce que le Giro est devenu le terrain de jeu de très grands champions qui viennent juste pour cocher une case sur leur petit Wikipédia. On vient y ajouter sa petite ligne au palmarès, pépouze. On vient prendre un maillot rose parce que ça fera des clics sur Insta. On vient faire du volume ou faire des blagues avec Scampi. On fait pipi dans le bidon, on rigole bien. Les gars, le Giro, c'est devenu un stage adepte, le truc en fait. Allez, cette année, notre poissonnier préféré a même laissé Eulalia prendre plusieurs minutes d'avance juste pour faire semblant qu'il se passait quelque chose. Le faux suspense, le plus généreux depuis la 35e victoire de Mark Cavendish sur le Tour de France. Mais non, il l'a fait, il a battu le record de Merckx, wouhou! Et puis alors, il y a cette autre tragédie. Même les Italiens n'arrivent plus à gagner leur propre course. Entre 97 et 2007, ils ont aligné plus d'une décennie de vainqueurs italiens. Aujourd'hui, même ça, c'est fini. Déjà qu'on leur a pris le football et qu'on a transformé leur cuisine en contenu TikTok, qu'est-ce qui va leur rester? Allez, laissez-le leur gagner leur Giro, bordel! Donnez-le à Damiano Caruso, qui à 38 ans nous offre chaque année un dernier tour de carrousel minable. Tel un bon copain au bistrot qui nous annonce que cette fois, c'est son dernier verre. Alors voilà ma proposition, les gars. Réduisons le Giro à 2 semaines. 14 jours de guerre totale. Plus de prépa, plus de gestion, plus de calcul. On vient plus pour se préparer, on vient pour gagner. Les grands champions seraient tous présents, le suspense serait concentré, le public resterait jusqu'au bout. Et surtout, le Giro retrouverait une identité. Car aujourd'hui, il est coincé entre les classiques et le Tour de France qui lui volent toute la lumière. Et derrière, on a la Vuelta qui sert de laboratoire aux jeunes talents ou cours de rattrapage. Faisons du Giro une course à l'ancienne, nerveuse, explosive, imprévisible. Gardons le chaos italien, gardons les erreurs d'organisation, gardons les descentes sous la neige. Mais faisons-le sur 2 semaines. Parce qu'un Giro de 15 jours, c'est peut-être la seule façon de rendre à cette course son prestige. Et surtout de nous éviter 3 semaines à faire semblant de regarder. Parce que merde quoi moi les gars, j'ai un podcast à animer maintenant. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute, coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup. Tiens, prends ça le Giro, tiens-toi bien maintenant. Votre avis sur la proposition de notre ami Théo de diviser d'un tiers le Giro, ce qui 2 semaines, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas. Tout le monde en est bouche bée. C'est vrai que j'y attendais pas celle-là. Quand on voit le départ, là c'était en Bulgarie, chaque année ils nous inventent, ils arrivent à nous trouver un pays pour aussi faire un départ, faire rentrer du fric. Oui, et en plus, oui bien sûr, mais et dans des conditions pas toujours idéales pour les coureurs. Donc ouais. Alors on sait que le grand patron slovène du peloton souhaitait lui que le Giro en fait se déplaçait en septembre. Il disait de toute façon en septembre il fait bon en Italie et il fait froid en Espagne. Enfin, tu vois, d'inverser les deux. En fait, ma proposition, pourquoi ces 2 semaines, c'est simplement pour que ce soit
plus une préparation pour certains leaders au Tour de France, mais que ce soit une vraie course où tout le monde s'y retrouve. Et si on y va sur 2 semaines, et ben là, tout le monde peut se donner à fond. On n'est pas sur un truc qui va être épuisant. Personne n'aura peur d'arriver sur le Tour de France sur les rotules. Au contraire, 2 semaines, on peut y aller à fond et puis seulement prendre une petite période de repos et puis commencer la prépa pour le Tour de France. Voilà, ce serait plus pour moi un tour pour rigoler. On vient, voilà, le meilleur vient, il remporte le tour haut la main et tous les seconds couteaux sont là et ils se font passer pour des cadeaux, alors qu'en fait, bon, voilà, c'est des courses de deuxième zone. C'est vrai que je te rejoins. Si on regarde le palmarès, historiquement, c'est que les Italiens qui gagnent, comme tu disais. D'ailleurs, la Vuelta, c'était pareil, c'était que les Espagnols qui la gagnaient. Et bon, après, le cyclisme s'est nettement internationalisé. Mais t'as eu exactement comme Théo disait, donc des gars qui avaient déjà gagné un tour ou ailleurs et qui voulaient cocher un autre grand tour sur leur palmarès. Froome, tout ça. Bernal, il a aussi gagné son Giro, donc, des vainqueurs de tours qui voulaient aller en cocher un autre. Et puis tu as eu des surprises. Il y a quand même un coureur comme Gauguenart, dont j'ai jamais déjà su prononcer son nom, qui a été gagné le Giro. Parfois, il y a des années vraiment pas terribles. Bon, ici, on était dans le cas de figure, c'était quelqu'un un grand champion, un grand nom qui veut aller cocher. Et derrière, il y a personne qui se bat. Donc, au final, pourquoi pas? Peut-être que sur 2 semaines, on aurait plus de meilleurs et on aurait plus un plus beau combat, quoi. Moi, je suis d'accord. L'idée est pas mal en fait. De 2 semaines, parce que le calendrier cycliste commence à être vraiment, vraiment chargé avec les courses dans les pays arabes au début de saison. Enfin, ça ne s'arrête pas, quoi. C'est hyper long, donc peut-être que faire plus court, ça peut être pas mal. Par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que c'est une question plutôt de coureurs qui s'alignent qu'une question pour moi vraiment de parcours ou de distance. Quand tu vois l'année passée, le Giro, je l'ai suivi l'an passé. La fin, c'était extraordinaire. Avec Del Toro, Simon Yates et Richard Carapace, tout a basculé en une étape. C'était hyper à suspense. Et voilà, quand t'as pas Pogacar, Vingegaard ou des mecs comme ça qui écrasent le truc, bah c'est amusant. Ouais, mais est-ce que le problème, c'est pas plus dans le fait qu'une fois qu'ils ont coché le Giro, c'est ciao, je reviens pas, quoi. Mais ça, c'est tant mieux, parce qu'au moins, oui, on a les courses comme l'an bah passé. ça c'est sûr. À part si t'es italien. Oui, c'est ça. Oui. Ce que tu ferais évidemment jamais avec le Tour de France. Et là, c'est vraiment, je le coche, au revoir, merci. Oui, il faut être honnête. Si Vingegaard n'est pas là, on a un tour beaucoup plus sympa. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, on a perdu l'aura du Giro, quoi. Tu vois, avant gagner le Giro, le maillot rose et tout ça, c'était immense, quoi. Tu vois, Merckx, il a gagné combien, 5-6 fois. Voilà, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ça les intéresse plus vraiment, quoi. C'est juste pour dire, je suis venu, j'ai Veni Vidi Vici, je l'ai fait. C'est surtout l'écart avec le Tour de France. C'est sûr qu'il existe et il existera toujours. Mais je veux dire, les mecs préfèrent viser un podium sur le Tour de France où ils finiront en fait entre la 5e et la 10e place. Que donc potentiellement aller gagner, Giro, ça, et d'aller cocher un grand tour, quoi. Et si tu fais le Giro, ben après, bon, ici Vingegaard, dans un style différent, il a articulé sa saison différemment, mais c'est très dur après d'aller jouer la gagne sur le Tour de France. En tout cas, c'était plus tenté par le passé, maintenant quasi plus, quoi. On a fini le Giro et donc, comme annoncé, on va maintenant partir sur la prochaine course qui commence demain dans notre plat pays en Wallonie, l'Etias Tour de Wallonie. Alors c'est rien qu'à entendre l'évocation de ce tour, je sens Maxence qui est déjà complètement ému aux larmes. Tonton Max va vous expliquer, les enfants, toutes ces petites histoires avec le tour. Un tour donc qui se déroule en 5 étapes, 892 km, 15 côtes, 17 ascensions. Un tour qui est UCI Pro Series depuis 2020. Je vous fais la petite carte d'identité rapide, cette équipe World Tour. Max, explique-nous un peu toutes les émotions. J'ai insisté pour mettre en avant cette course, tout simplement parce que premièrement, elle se situe dans notre magnifique région, la Wallonie, et qu'elle représente surtout mon premier grand souvenir de course. Ça date du dimanche 27 juillet 2008. Putain. Ça se passe, ça peut pas être plus proche, au sommet de la citadelle de Namur. J'étais pas né. Et ce jour-là, c'est un Italien qui remporte la 2e étape. Encore un. Ouais, mais c'était une autre époque. Ouais. Cet Italien, il a le maillot de champion du monde. Oh. Vous l'avez ? Ok, en 2008 ? Ouais. Il roule dans une équipe belge, la Quick Step. Ouais, mais moi je les confonds tous à cette époque-là. Bettini. Voilà, exactement. Ce jour-là, c'est un champion du monde qui gagne sur le sommet de la citadelle. Et donc, pour l'anecdote, ce même jour,
c'est un Belge. Donc, on est en fin juillet. Ce même jour, c'est un Belge qui gagne la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées, qui sauve l'honneur de la Belgique, qui n'avait gagné aucune étape. En 2008 Ouais, en 2008. Bonnen. Ah ben non, justement, c'est pas Bonnen, parce que Bonnen, il était sur le Tour de Wallonie, parce qu'il s'était fait contrôler positif À la coco. à la coco. Et donc, il s'était fait... Il faut pas. Il faut pas se piffer le nez, Tom. Exactement. Donc, on lui avait dit Tour de France, t'oublies. Donc, lui, il avait quand même envie de rouler. Donc, il s'est retrouvé sur le Tour de Wallonie avec Bettini. Et donc, c'est un autre Belge qui sauve l'honneur sur les Champs-Élysées. Quelle équipe? Aussi de la Quick-Step. Aussi de la Quick-Step. Il est dur. Hein. Attends, mais en Wallonie, on peut rouler sous coco. Non, mais On lui a dit, va te piffer le nez, on l'a dit. sur l'histoire de la coco, il s'était fait choper hors course. Et donc, il n'y a pas de sanction. C'est juste que sur le Tour de France, ça a fait un grand tollé. J'avais dit, ouais, exactement. Nous, on n'accepte pas des coureurs pareils. Reviens l'année prochaine, quoi. Donc, au Tour de Wallonie, on a dit, tu es bienvenu. Alors, ce Belge sur les Champs-Élysées, vous l'avez pas? Leukemans. Non, c'est Gert Steegmans. Ah, Stegman, Stegmans. Donc, c'était la surprise. Et donc voilà, c'est une course en fait qui avait lieu de base à la fin du mois de juillet. Donc c'était génial. Ouais. Premier souvenir de gamin, tu sortais de 3 semaines de Tour de France, tu avais regardé ça à la télé pendant 3 semaines, et là t'allais voir les courses près de chez toi, quoi. Et donc à partir de cette année-là et cette victoire de Bettini, chaque année accompagné, c'est plutôt moi qui l'accompagnais, mais mon petit frère et nous deux accompagnés par notre grand-père. Paja. On les embrasse. Mon frère, mon grand-père et moi étions systématiquement au rendez-vous à enchaîner les étapes chaque année. C'est une course qui permettait aussi de mettre en avant des coureurs un peu moins connus à ce moment-là. Van Avermaet avant sa grande épopée, Wellens, des Belges aussi qui se mettaient en avant avec de temps en temps l'une ou l'autre grande star. Et si je devais me rappeler d'une seule anecdote, c'était à l'édition 2010. On avait été voir le départ à la ville, dans la ville d'Andenne, donc vraiment ici, juste à côté de Namur. Et donc le départ, c'est toujours un moment super parce que tu fais le tour des bus, etc. Et là, tu es vraiment dans une ambiance hyper accessible où en fait, tu peux parler aux coureurs, etc. Ou aux membres des staffs. Et donc, faut savoir que mon petit frère, il était fan il était collectionneur de bidons. Donc lui, il était plutôt du genre à harceler les soigneurs, les chauffeurs de bus pour avoir tous les bidons de la start list. Et bon, au bout de 5 jours, souvent, il réussissait à tous les avoir. Et donc, ce départ à Andenne, à un moment donné, on se retrouve devant le bus de l'équipe AG2R. Et donc, on regarde un peu les vélos, toujours impressionné par les vélos aussi, les machines qu'ils ont. Et là, je me rappelle que mon grand-père demande à un des coureurs, tiens, c'est bizarre, t'as pas la même roue arrière que les autres, quoi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et là, le coureur répond, c'était un Flamand qui répond avec un Français approximatif. Oh, je sais pas, aucune idée. À l'arrivée, à Auton, c'est lui qui avait gagné. Donc ce même coureur à qui il avait posé la question, il savait pas pourquoi il avait cette roue-là, mais en tout cas il a gagné. Et donc pour l'anecdote, ce coureur, c'était Christophe Godart, et malheureusement c'est un coureur qui est décédé quelques années après. Donc c'était un espoir déchu du cyclisme, accident à l'entraînement. Donc c'était l'anecdote. Donc ce coureur qui ne savait pas pourquoi il avait une roue différente des autres et qui va gagner. Et qui va gagner l'étape. Et qui était fort ami avec Cancellara, si je me rappelle bien. Ah, c'est possible. Mais c'est vrai que la proximité, c'est quand même un sport extraordinaire pour ça, où tu peux, avant la course, aller discuter exactement. matériel avec le mec qui va gagner l'étape après. Et évidemment, en 2010, ça doit être encore plus cool parce que c'est quand même professionnalisé de plus en plus. Souvent, parfois, sur les belles éditions, tu avais un Gilbert ou un Bonnen, là c'était incroyable parce qu'ils faisaient pas le Tour de France, qu'ils voulaient préparer un mondial ou quelque chose comme ça. C'était fin juillet. Bon, et ce qui était génial en tant que gamin, c'était pendant les vacances scolaires, donc on pouvait aller faire toutes les étapes, les ravitaux, etc. Mais donc, je pense que je pourrais en parler pendant des heures de ce Tour de Wallonie. On fera une édition spéciale. Mais vraiment, aller voir des courses, quoi, parce qu'en fait,
déjà c'est gratuit, contrairement à d'autres événements, et c'est toujours une ambiance très sympa. C'est vrai que voir les courses passer au coin de chez soi, c'est quelque chose, mais aller au départ ou aller à une arrivée, ça ajoute une atmosphère toute particulière, quoi. Ouais, et c'est pour ça que ce genre de course, on l'affectionne particulièrement dans Passe-moi le bike, parce que ça permet de mettre en avant des coureurs qu'on connaît un peu moins, et c'est un peu toute l'idée aussi, nous, de notre discussion, pas faire que parler des grands super-héros, mais tous les autres héros et aussi super-héros, en fait, qui cravachent comme les autres un peu plus longtemps sur le vélo, mais qui suent tout autant. Ouais, pardon, vas-y Théo. Je voulais annoncer le premier des grands noms qui étaient sur le tour. Exactement. Qui est-ce qui va succéder à Corbin Strong? Évidemment, et c'est mon grand favori, c'est évidemment Lennart Teugels, le champion. et voilà, qui arrive, qui sera leader de l'équipe. Merci pour lui. Et qui est chaud comme la braise. Il a gagné le Grand Prix, enfin le maillot de la montagne sur le Tour d'Azerbaïdjan ici à la mi-mai. Donc autant dire que le mec, il est pas là. Bouillant. Rigoler. Bah ouais, et c'est bon, Lennart Teugels, voilà, c'est un peu notre coureur phare à Passe-moi le bike, mais c'est quand même ce genre de gars. Ils ont quand même là une vie qui est quand même similaire à tous les coureurs pro. Ils font 600 bornes toutes les semaines. Alors allez faire une fois 600 bornes sur une semaine, vous allez voir comme c'est chiant. Mais eux, c'est toute leur vie comme ça depuis qu'ils ont 15 piges pour finir 67e du Tour de Wallonie. Et encore, il y en a qui sont encore dans des divisions en dessous. Donc c'est quand même assez remarquable et à souligner. Ouais, il mérite un coup de projecteur comme tous les autres. Bien sûr. Mais en parlant de coup de projecteur, on va quand même parler de ceux, comme je le disais, qui vont succéder aux Nouveaux-Zélandais. Je pense... Bah oui, le grand favori, hein. Enfin, le grand favori. Qu'on espère tous. Ouais, celui qu'on attend en tout cas. Qui est attendu au tournant sur ces terres, avec en plus, qui plus est, une arrivée dans son village, enfin avec tout le respect que j'ai pour vos sursures. dans son patelin. Ouais. Je ne sais plus c'est laquelle, c'est la 4e ou la 3e ou la 4e La 3e, je crois, non? La 3e. Ouais. Donc malheureusement sur le parcours, ici on est plutôt dans le Hainaut, la province de Liège et le Luxembourg. Ouais, pour le coup Namur est un tout petit peu. Ce sera pas pour cette année, mais allez-y quand même. Ouais. mais donc oui, Arnaud, on attend qu'il lance enfin sa saison sur cette terre. Normalement, c'est là où il gagne systématiquement en plus. Donc il est temps de prendre un max de confiance. Mais il y aura de la concurrence dans les autres équipes World Tour. Il y aura du beau monde. Alors c'est l'occasion de parler du coude à coude, Max. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Alors, dans ce coude à coude, j'ai mis de côté pour moi deux grands leaders qui sont Laurens Pitty et Axel Laurens, donc qui je pense vont se jouer la gagne. J'ai voulu mettre en avant deux autres coureurs qui sont dans deux formations World Tour aussi et qui, je pense, vont viser quelque chose au général. Le premier, c'est un coureur érythréen de 27 ans qui s'appelle Nathanael Tesfatchen. Qui m'excuse pour la prononciation, mais il vient surtout de terminer deuxième des 4 jours de Dunkerque en fait. Ah ouais. Derrière Laurens Pitty où il a gagné la 4e étape. 4 jours finalement Dunkerque ou... 4 jours de Dunkerque, mais 5 étapes. On s'était posé la depuis question. le coup de Théo, mais je peux plus rien à voir avec les 3 jours de la panne. Exactement. Mais donc je pense qu'il peut clairement viser un top 5 voire un podium sur Tour de Wallonie. Il avait fait aussi un top 10 à la course à la classique de Francfort au début du mois de mai. Et face à lui, je viens avec un autre coureur donc d'une autre formation World Tour. Ici, c'est un Américain de 25 ans, c'est Riley Sheehan. Il a l'air amusant. Qui lui vient de gagner le circuit de Wallonie il y a une quinzaine de jours. Qui avait fait récemment aussi un top 10 sur le Grand Prix du Morbihan, course donc une classique française. Donc je pense que lui aussi pourrait performer sur ce Tour de Wallonie. Voilà. Un Tour de Wallonie où on aime les circuits. Hein. Ils aiment terminer sur les circuits. On est presque systématiquement sur les circuits. Exactement. Tout à fait, ça finit souvent là-dessus. Après, pourquoi pas. Hein, tout à fait. Je pense que, en termes de sécurité parfois et même de suspense, ça ajoute quelque chose. Complètement. Oui, c'est sûr. C'est pas un tour non plus hyper dur.
Non, mais comme on disait, hein, les deux dernières étapes de la semaine qui vont être un peu plus pentues, celle qui termine à Eupen et celle qui termine à Eubel, qui va de Bassange à Eubel, qui passera par les côtes des Forges et la Redoute notamment. Donc ça va quand même un petit peu grimper. Ça va un peu piquer dans les mollets quand même pour les gars, quoi. Ouais, c'est vrai que Picty, Lorenz, Dely, Meus, à mon avis, ça va être les 4 un autre pronoms. duel dans les purs sprinters, ça peut être Meus, bien sûr, face à Tom Crabbe. Hein, donc là, les deux Belges, un peu Meus c'est pas si vieux, mais un peu plus ancien par rapport au jeune Crabbe. Donc à voir aussi, un duel aussi intéressant. Une fois de plus, quel honneur pour ces coureurs d'être dans le coude à coude de Max. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5. Émile. Et petite info, je pense que Jordi Meus, il risque, ça se précise de plus en plus, d'aller à la Lidl Trek. Ça m'étonne aussi, ce genre de transfert. Il va aller encore dans une équipe où il y a déjà énormément de concurrence et on sait qu'il a envie de jouer sa carte, d'être le leader. Donc, ça rejoint ce que tu disais tantôt sur la confusion au sein de cette équipe. Oui, ça je comprends pas du tout, lui, son move d'aller là-bas, d'être derrière Pedersen et Milan. À quel moment il va jouer sa carte, quoi. Non, voilà, il aurait pu finir à la Lotto, par exemple. Hein. On a quand même Dely qui s'en va. Il y a vraiment une place de leader pour le sprint qui s'ouvre. De nouveau, je comprends pas. Il va de nouveau être la 3e roue du carrosse. C'est dommage parce que c'est vraiment un super sprinter, quoi, Jordi. À fond. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose sur le Tour de Wallonie ? Non, je dirais qu'il y a aussi le petit Nils van de Put qui sera avec Alpecin, qu'on a l'habitude de voir plutôt en cyclocross et en gravel, et qui ici pourrait jouer sa chance sur l'une ou l'autre étape si ça finit en sprint et qu'il est encore là. Émile, je vois que tu voulais encore réagir. Sur Arnaud Dely quand même. Là, on est sur un moment vraiment clé de sa saison parce que on est début juin. C'est vraiment le moment ou jamais où il lance l'histoire, il reprend de la confiance, toute l'équipe est autour de lui, le parcours est taillé pour lui, il passe dans son patelin, là c'est maintenant, quoi. Soit on se réveille, soit il lance sa saison, soit ça va être compliqué même de retrouver de la confiance à un mois du Tour de France où il faut absolument qu'il relance une bonne dynamique. Moi perso, je pense vraiment qu'il va faire un bon Tour de Wallonie. J'espère et je crois qu'il y a moyen. On espère, on croit, je ne sais plus à quel sein il faut se vouer pour lui, mais en fait on n'en sait rien. Il est de nouveau, est-ce qu'il est en top forme, est-ce qu'il est malade, moi je reste difficile à dire quand même. Hein. Je reste sur la Flamme Ardennes classique où il avait fait un bon sprint, il a quand même battu quelques beaux noms. Voilà, c'était le moment où il devait se lancer. Il y a eu l'histoire de la bouse de vache. Maintenant, on y va, quoi. Maintenant, c'est passé la bouse de vache. Donc, allez, go. Quoi. Surtout que là, c'était dans son programme. Donc, il devait faire que 10 jours sur le Giro et puis venir au Tour de Wallonie. Mm-hmm. Là, s'il n'est pas en forme, il n'y a plus d'excuse. Oui. Il est parti plus tôt du Giro. Il a eu le temps de se retaper. Donc la suite, lui, c'est Tour de Wallonie, Tour de Suisse. Bon, Tour de Suisse. Je sais pas ce qu'il va faire là-bas. Ça va grimper, hein, là-bas. Le mec s'est fâché, je sais pas ce qu'il va faire là-bas. Donc là, ça va pas être pour lui redonner de la confiance sur le sprint, c'est pas là-bas qu'il va aller la retrouver. Et puis après le Tour de Suisse, ça s'enchaîne, c'est parti, c'est le départ, et là il faut être chaud, quoi. Il faut vraiment faire un beau Tour de France. Le Tour de Suisse, je pense que Pogacar, il va en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Pogacar, quand il va sur une course, il veut gagner toutes les étapes. L'année passée, il avait fait le Tour de Suisse aussi, et il y avait été en rallye pour prendre un peu de montagne. Oui, à mon avis, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ouais. S'entraîner à passer les bosses, quoi. Et l'an passé, il était vraiment, vraiment hors forme un mois et demi avant le Tour de France. Et il a quand même réussi à faire un truc. Comme d'hab, quoi. Ouais, comme d'hab, mais par contre, il était vraiment loin. Je me souviens qu'il avait fait une course, je sais plus c'était quoi, il n'arrivait même pas à tenir le peloton. Mais c'est pas celle de Francfort où C'était quand même 2 mois avant, alors c'est ça, début mai. Mais je pense qu'après 40 bornes, il était lâché. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, mais à Bruges, la panne aussi, il avait été catastrophe, je pense. Il y en a beaucoup. Mais je reviens là, le mois de septembre, il a tout claqué, donc voilà. Non, mais on lui souhaite évidemment de tout péter autour de Wallonie. Vraiment, on y croit ici. À partir de demain, on est le 1er juin, le mois de juin, ça lui a déjà bien réussi. On y croit. Demain, t'as raison. Nouveau mois, hop. Nouvelle saison. Nouveau mindset, quoi. Voilà. Bam, ok.
Allez chercher. Ça vaut pour tout le monde. Hein. Ah, exactement. Pour tout le monde autour de cette table, d'accord. Allez, super. Ben voilà, comment le dire, on envoie toute nos ondes hyper positives à Arnaud. Et s'il arrive à gagner quelques étapes sur ce tour avec cette concurrence, peut-être qu'on l'invitera dans Passe-moi le bail. On verra. Mais surtout, c'est sûr que là, ça veut dire qu'il sera revenu aux affaires, qu'il sera au top. Et c'est parti après pour un beau mois de juillet. Et Théo qui veut conclure en mettant en avant deux espoirs, deux Belges. Ben, on a le petit Vic de Smet de la Quick Step qui a extrêmement bien performé cette semaine sur le Tour du Pays de Vaud où il a remporté la dernière étape et où Seb Van Kerkhove a fini deuxième. Vic de Smet qui est vraiment une pépite qui monte en puissance pour la Soudal Quick Step, donc c'est vraiment la relève. Et alors on a encore mieux, c'est Mathis Van Kerkhove qui lui a gagné le tour général du Alpe Isère Tour. Il a 19 ans, il est à la Visma et il est déjà annoncé dans le groupe professionnel la saison prochaine et il paraît que c'est vraiment une pépite qui va tout casser. Ouais, lui ça a l'air d'être du costaud et spécialiste du chrono, donc ça c'est toujours bien quand t'as déjà ça, je trouve, dans ton panel. C'est un truc en moins à devoir travailler pour progresser, donc c'est toujours hyper pratique d'avoir des coureurs qui sont déjà bons au chrono jeunes. Et apparemment, il est champion de Belgique depuis le 1er mai. Ouais, ça fait plaisir de savoir qu'on a ça dans notre vivier, Max. Ouais, je sais pas si je voulais parler d'une autre course, moi, et d'un autre résultat, c'est le retour de Olav Koy. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Qui sur les boucles de la Mayenne ici, en fait, il a lancé sa saison, c'était ses premiers jours de course. Il a réussi à gagner 2 étapes sur cette course française. Il est annoncé sur le Tour de France. Ouais. Oui, donc aussi 2 leaders. Hein. Ouais. Coy et Sexas. Ouais. Il va falloir un peu Benoît qui va revenir aux affaires à ce moment-là. On a vu Merlier qui revenait, donc voilà, niveau sprint, comme d'hab, le plateau sur le Tour, ça va être fameux. C'est autre chose que Milan. Ça c'est la division 2, ça. C'est sur 2 semaines maintenant. Non, mais ça c'est vrai. Allez messieurs, les gars, merci en tout cas pour cet épisode. On espère que ça vous a plu et surtout, comme a dit tonton Max pendant sa belle histoire, n'oubliez pas de sortir, allez voir les coureurs cyclistes, allez gratter des bidons, faites-vous plaisir, repérez les roues arrière. Pas celui de Campenard. Ils sont pas les mêmes. Allez les gars, salut à tous, belle soirée, belle semaine, à la semaine prochaine, dimanche prochain, on enregistre donc lundi sur Spotify. Ciao. Salut. Ciao.